Ce programme vous est présenté par la communauté urbaine du Creusot-Monceau, le territoire de tous les possibles. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Trends depuis les journées nationales France urbaine, l'association de référence des grandes villes, des métropoles, des communautés et agglomérations urbaines. C'est la 8e édition qui se tient ici au Creusot, la communauté urbaine, le Creusot Monceau, et dont Be-Smart for Change est partenaire. Smart Trends, c'est l'émission des mutations et des tendances. On s'installe, vous le savez, tous les 15 jours au cœur des événements qui font bouger la France, bouger les filières, et donc on devait être ici en Saône-et-Loire pour analyser ces nouveaux défis qui attendent les territoires. On va parler reconversion, innovation, résilience. Bienvenue dans Smart Trends. Smart Trends est donc au Creusot-Monceau, puisque l'événement est organisé par la communauté urbaine Creusot-Monceau. On est aux Journées nationales France urbaine, dans ce territoire qui est emblématique de l'histoire industrielle française. On est donc au bon endroit pour parler de reconversion, pour parler de résilience et d'innovation. Et je vous présente tout de suite mes invités. Benoît Rivet, le maire de Cherbourg, bonjour et bienvenue, heureux de vous accueillir. Clarisse Maillet, bonjour et bienvenue. Vous êtes la présidente de la CPME Saône-et-Loire et vice-présidente de la CPME au niveau national. Jean-Marc Borello, bonjour et bienvenue, le président du groupe SOS. Et David Faufi, bonjour, bienvenue. Vous êtes le directeur du département robotique de Polytech Dijon. C'est l'école polytechnique de l'université de Bourgogne. Peut-être d'un mot ce que vous attendez de ces journées nationales France urbaine. Qu'est-ce que ça représente pour vous, monsieur le maire ? Écoutez, d'abord, je suis très heureux d'être ici au Creusot. Je salue mon ami le maire David Marty. Il y a des liens historiques entre cette ville et celle de Cherbourg en Cotentin, notamment sur la question, bien sûr, du métal. On y reviendra peut-être tout à l'heure, puisqu'on va parler d'industrie et de décarbonation. Mais les journées de France urbaine, c'est les dernières journées de la fin du mandat, un mandat qui a été compliqué, extrêmement compliqué, entre la Covid, les crises énergétiques et puis maintenant une crise institutionnelle. Donc c'est l'occasion de se retrouver, de préparer la suite et d'échanger sur les éléments communs que l'on retrouve au niveau national, quelle que soit la taille de l'intercommunalité ou de la commune. Donc moi je suis très heureux d'être là et les débats sont toujours de qualité. Ouais. Clarisse Maillet, qu'est-ce que vous attendez finalement des grandes villes, des agglomérations, des communautés de communes ? Alors pour le monde de l'entreprise, ce qui est important, c'est cette cohésion entre tous les acteurs économiques, c'est-à-dire les entreprises, l'État, mais également les collectivités territoriales, puisque nous avons besoin de tous les acteurs pour pouvoir innover et progresser sur un territoire. C'est vraiment pour nous très important d'être là aujourd'hui et de montrer que l'entreprise est concernée et qu'elle a également des idées tant au niveau innovation que d'autres secteurs. Jean-Marc Borello, vous avez déjà été invité de plusieurs de mes émissions sur Be-Smart, et avant qu'on démarre l'enregistrement, vous me disiez que les associations souffrent particulièrement depuis quelques mois. Donc cette émission, on va parler d'adaptation aux crises. À quel point vous, avec un groupe aussi puissant que le groupe SOS, vous avez besoin des territoires pour accompagner les associations dans cette période qui est compliquée ? Bonjour, alors nous sommes les partenaires naturels des territoires, et nous avons besoin des territoires comme les territoires considèrent pour un certain nombre d'entre eux que nous pouvons leur être utiles. Et on peut leur être utile en apportant des services aussi essentiels que la gestion des hôpitaux, ce qui est le cas au Creusot avec un très bel établissement qui, grâce à une coopération forte avec David Marty et la commune et l'agglo, continue de grandir, continue d'offrir des services nouveaux, est un bel exemple de ce qu'on peut faire pour lutter contre les déserts médicaux. Mais nous gérons des crèches, nous gérons des maisons de retraite, on crée aussi de la revitalisation économique dans un certain nombre de territoires. On est présent dans 80 départements français et d'outre-mer, avec des sujets aussi différents que réouvrir des bistrots dans des petites communes de 3500 habitants. On a un programme qui s'appelle 1000 cafés. 400 sont ouverts dans des toutes petites communes et ça permet d'avoir des lieux de convivialité, ça permet que les citoyens se rencontrent. On travaille évidemment beaucoup avec les entreprises. Nous sommes une entreprise un peu particulière. De l'économie sociale et solidaire. Le groupe SOS n'a pas d'actionnaires, n'a pas donc de dividendes, et donc nous sommes au service de l'intérêt général entre les services publics et les entreprises qui sont depuis toujours des grands partenaires du groupe SOS. Donc notre place est ici
tant pour travailler sur services essentiels, revitalisation des commerces de proximité. Dans des villes moyennes, on a inventé des concepts rigolos de co-selling, donc des boutiques partagées entre plusieurs commerçants que nous gérons avec les collectivités, qui permettent à des jeunes commerçants de se lancer sans avoir à prendre un bail, sans avoir à s'engager trop loin. On fait des concours. Mon commerce a un incroyable talent dans les villes avec les collectivités et on aide de jeunes commerçants à s'installer, on les accompagne. Et encore une fois, grâce aux collectivités, on fait en sorte que les centres-villes ne soient pas en difficulté. Alors, on va pouvoir donner plein d'exemples pendant Oui. cette émission, parce que plus on est concret, mieux c'est. Je veux bien, David Fauvi, que vous nous présentiez un peu voilà, votre école, Polytech Dijon, et puis à quel point elle dépend finalement de ce maillage territorial et de cette communauté urbaine dont on parle. Polytech Dijon, c'est une vieille école qui a une trentaine d'années, Oui. mais son département robotique, celui qui est aujourd'hui au Creusot, n'a que 5 ans. Et depuis 1 an, il est hébergé par le technopôle Lub & Go. Donc nous, on fait de la robotique. Ici même, dans ces locaux. Vous êtes chez nous. On forme des étudiants à Bac+5. On a 113 étudiants, élèves ingénieurs, dont le tiers est apprenti. On a aussi 50 étudiants internationaux dans nos masters qui sont plus à vocation recherche. On mène une activité de recherche également en robotique, en perception pour la robotique, en intelligence artificielle. Et le passage de notre vie qui était universitaire, dans les locaux de l'université, à une vie qui est dans un technopôle. C'est symbolique, évidemment. Et ça change un peu la donne. Oui. Ça ancre aussi nos activités dans un contexte sociétal, dans un contexte économique, dans un contexte politique, avec lequel on est rarement confronté, ou pas toujours confronté quand on est universitaire. Dans un contexte industriel, on côtoie des startups, on côtoie des acteurs qu'on n'a pas toujours l'occasion de côtoyer, et c'est d'une richesse incroyable pour nos étudiants, pour nous aussi, et ça met en perspective l'impact à la fois de notre activité de recherche et de nos développements en tant qu'ingénieurs, et ça permet aussi à nos étudiants de se frotter à une réalité économique, industrielle, et pas simplement être dans une salle de classe. Et ça, c'est super. Alors, on va parler de réindustrialisation, on va parler de décarbonation dans cette émission. Vous le disiez tout à l'heure, il y a des points communs entre la ville de Cherbourg et le Creusot, notamment en termes de capacité de se réinventer face aux crises. Si on parle de réindustrialisation, c'est quoi la situation dans votre ville et plus généralement dans la communauté urbaine ? Si vous m'aviez invité en 2012, je vous aurais parlé d'une ville à 12% de chômage avec un certain nombre de difficultés. Aujourd'hui, Cherbourg-en-Cotentin est l'agglomération du Cotentin. C'est le territoire de France qui a créé le plus d'emplois industriels ces 5 dernières années. C'est aujourd'hui un taux de chômage à moins de 5%. Et c'est surtout des projets confirmés où on va devoir créer 20 à 25 000 emplois dans les 15 ans qui viennent. Et donc, conformément à ce que je viens de vous dire sur le taux de chômage, il faut qu'on fasse venir des gens d'ailleurs. Donc, c'est donc un territoire qui a redressé la tête autour de plusieurs secteurs. La construction de sous-marins, notamment avec la bonne santé de Naval Group. On construit les sous-marins nucléaires français à Cherbourg-en-Cotentin. Et puis, la question énergétique, et je salue l'ensemble de mes prédécesseurs. On est aujourd'hui le territoire du mix électrique décarboné, du nucléaire. C'est pas la peine que je développe. On vient de mettre en route le PR. Jusqu'aux énergies marines renouvelables avec de l'éolien offshore. On a construit une usine en moins de 5 ans qui emploie aujourd'hui 700 personnes, qui fabrique les plus grandes pales d'éoliennes offshore, les pales de 107 mètres. Bientôt des projets hydroliens et puis d'autres projets qui sont complémentaires autour de cette question énergétique. Donc on a fait le pari, c'est aussi un débat national, mais nous on considère que la souveraineté nationale passe par du mix électrique décarboné, sans opposer les énergies. Et puis ensuite, on développe d'autres projets, puisque nous sommes un territoire qui produit plus d'énergie qu'il en consomme. Comment on utilise cette énergie? Et donc, électrification des navires à quai, lignes de ferroutage que l'on vient de mettre en place. Et donc, cette question énergétique, plus la question de la navale et la construction de bateaux, je pense aussi aux constructions mécaniques de Normandie, fait qu'aujourd'hui, le taux de chômage est extrêmement faible, que nous avons des projets autour du nucléaire, ce qu'on appelle le projet Aval du futur en partenariat avec Orano.
Et tout ça a permis de recréer de l'emploi, de relever la tête et redonner de la fierté. C'est redevenu facile d'attirer des talents dans le nucléaire, parce que c'est vrai que comme on est passé par une phase où le message c'était on va abandonner l'énergie nucléaire, les ingénieurs de talent, ils allaient plutôt voir ailleurs. Oui, c'est un peu plus facile qu'il y a quelques années, mais parce que justement, localement, on développe vraiment cette question du mix électrique sans opposer les énergies les unes aux autres. Ça a été un pari qu'on a pris, nous, il y a une dizaine d'années, qui porte ses fruits aujourd'hui parce que la complémentarité, elle est essentielle. On a à la fois notre histoire autour du nucléaire, mais je vous ai dit tout à l'heure, éolien offshore, bientôt des hydroliennes dans le Raz Blanchard, qui est un des plus forts courants au monde. Et c'est cette complémentarité-là qui permet, je crois, de tirer le territoire vers le haut. Tiens, un mot là-dessus, David Fofi, sur l'attractivité d'un secteur, le nucléaire ou d'autres. Est-ce que vous sentez ça, des modes ou des tendances chez vos étudiants? Alors, des modes, il y en a. Une mode négative, ces dernières années, c'est l'électronique. On est passé d'amphis qui ne désemplissaient pas à un désert d'étudiants en électronique. Et on ne sait pas trop pourquoi, parce que l'électronique, il y en a quand même partout. L'informatique, c'est tout le contraire. C'est depuis très longtemps à la mode, mais là, c'est... Encore plus avec l'IA. C'est l'IA et c'est de la super mode. On arrive difficilement à gérer les flux. Pour ce qui nous concerne en robotique, parce qu'on est aussi confronté à l'IA. L'IA, c'est le cerveau du robot. Donc, quand on conçoit un robot aujourd'hui, on conçoit le corps et le cerveau. Et donc, l'attractivité est plutôt bonne, voire très bonne. Et il y a finalement très peu de formations centrées sur la robotique. Il y a des formations mécaniques avec une option robotique, des options automatiques avec une option robotique, mais une spécialité complètement robotique, il y en a assez peu. Donc on est un petit département d'une école moyenne, mais on attire beaucoup d'étudiants et beaucoup de candidatures quand même. Intéressant, effectivement. Alors on parle de réindustrialisation, Clarisse Maillet. On est vraiment au bon endroit pour le faire. Le Creusot, c'est vraiment un exemple de résistance au choc. Oui, complètement. Et c'est surtout aussi parce que le Creusot, c'est un territoire d'industrie. Et sur les territoires d'industrie, il y a des vrais modes de pensée, il y a des vraies interrogations et des mises en pratique de certaines choses. Donc sur le territoire d'industrie, on va travailler plusieurs piliers qui sont nécessaires à la réindustrialisation. Et quand on parle de réindustrialisation, l'objectif, c'est quand même d'augmenter la part de l'industrie dans le PIB de la France. Alors nous, on ose le rêver à 12 ou 13%, même si aujourd'hui, il est en dessous de 11. Mais on met tout en œuvre sur les territoires. Pardon, ça passe par des clusters, par exemple, des regroupements d'entreprises sur des secteurs Alors, ça passe spécifiques. par des réunions, ça passe par des échanges avec, encore une fois, les acteurs économiques. Ça passe par des sites clés en main. C'est-à-dire que l'entreprise, aujourd'hui, elle a besoin d'être accompagnée puisqu'on est dans un monde très complexe. Donc, venir l'aider et décomplexifier les procédures administratives. On a sur le territoire des sites clés en main. Quand l'entreprise arrive sur un site clé en main, ça lui permet de gagner 18 mois en temporalité. Donc, quand on construit et qu'on doit faire face à une activité qui repart, par exemple l'aéronautique qui revient, donc c'est un temps qui est vraiment inconsidéré, quoi. C'est une richesse pour l'entreprise d'avoir des sites clés en main. Jean-Marc Borrello, est-ce que la réindustrialisation, ça vous concerne ? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous nous avez donné plein d'exemples d'initiatives locales qui sont parfois des micro-initiatives, mais qui, démultipliées dans X dizaines ou centaines de communes, évidemment, prennent beaucoup de place. Mais est-ce que vous êtes un acteur associé à la réindustrialisation? J'allais vous dire, rien de ce qui est humain ne nous est étranger. Et donc pas la réindustrialisation, évidemment, est un enjeu. Pour faire venir des talents, pour faire venir de nouveaux habitants, pour faire en sorte qu'une région puisse être aussi dynamique que ce que l'est le Creusot, il faut qu'il y ait des hôpitaux, il faut qu'il y ait des écoles, il faut qu'il y ait des logements, il faut qu'il y ait des crèches. Et la collaboration avec les collectivités territoriales et les entreprises, parce qu'aujourd'hui, tous les chefs d'entreprise prévoient qu'il va falloir loger des cadres, les faire venir, que ces cadres ont des enfants, qu'il va falloir des écoles, qu'il va falloir des crèches. Et on me racontait il y a quelques minutes qu'un chirurgien de talent est arrivé dans notre hôpital au Creusot, et grâce à la collaboration avec la ville lui a trouvé
un logement, des places pour les crèches et pour les écoles de ses enfants. S'il n'y avait pas eu cet environnement et ces services, sans doute que ce chirurgien ne serait pas venu. Donc nous, on observe très concrètement au Creusot depuis une dizaine d'années l'arrivée de talents venus d'ailleurs, le développement d'activités économiques, et nous essayons d'accompagner avec la ville, avec David Marty et avec l'Aglo, tous les services qui font autour, parce qu'évidemment, tout ça ne peut se faire que si les conditions de vie sont convenables pour les gens qu'on veut attirer. Est-ce que cette réindustrialisation, elle est compatible avec les objectifs de décarbonation? Comment vous réussissez à associer les deux objectifs? C'est aussi d'ailleurs le lien entre une ville industrielle historique comme qu'est le Creusot et Cherbourg. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs enjeux. Il y a d'abord les questions de souveraineté. Je vous ai parlé d'énergie et de défense. Dans le monde où la géopolitique est aujourd'hui complètement perturbée, la France réaffirme sa souveraineté industrielle et énergétique. Il était temps. Et donc des villes comme les nôtres y répondent parfaitement. Et puis je voulais expliquer le choix de Cherbourg. Ça a été d'abord de faire un choix, de dire il y a la navale, il y a Naval Group, il y a les constructions mécaniques de Normandie, je rajouterai un certain nombre de chantiers qui construisent des fabuleux bateaux de plaisance, mais on va axer sur l'énergie. Et donc on a recréé de l'emploi, rendu de la fierté, réindustrialisé, construit des usines autour de cette question énergétique et donc autour de cette question de décarbonation. Mais il y a des énergies qui provoquent aussi des crispations. Vous parliez des éoliennes offshore en l'occurrence. Ici même, dans une autre émission, on avait le maire d'Arras qui expliquait que les projets d'éoliens, ils suscitaient quand même pas mal de blocages dans sa région. Donc il y a aussi une question d'acceptabilité. C'est pour ça que je vous dis que parfois la réindustrialisation, elle se heurte à un syndrome qu'on connaît tous, ça s'appelle le syndrome NIMBY, Not in my backyard. Ok, on en veut bien, mais chez les autres. Oui, mais c'est aussi le rôle des investisseurs, des industriels et des élus, c'est d'expliquer. Nous, on vient de relancer une ligne de ferroutage, une des premières en France qui permet de relier Cherbourg-en-Cotentin et son port, Transmanche, avec Bayonne. Mouguer exactement. Ça enlève 25 000 camions de la route par an. Mais il a fallu expliquer ça aux riverains du port, qui revoient passer un train devant leurs fenêtres. Quand je reparle de la question de production d'électricité, on est tous d'accord aujourd'hui que l'enjeu numéro 1, c'est d'arrêter d'émettre des gaz à effet de serre. Donc il faut décarboner. On est aussi tous d'accord sur le fait qu'il faut de plus en plus d'énergie électrique pour répondre à nos besoins. Et donc, une fois que vous avez dit ça, mais vous dites que la solution, c'est donc de produire de plus en plus d'énergie électrique, encore faut-il qu'elle soit décarbonée. Et donc, vous partez du nucléaire jusqu'à l'éolien offshore. Moi, je rajoute l'éolien terrestre qui fait aussi un vrai débat. Et puis, il faut débattre avec les gens. Et puis, qu'est-ce qui est beau ou pas? Moi, quand on me dit qu'une éolienne terrestre, c'est pas beau, est-ce qu'une usine, c'est beau? C'est pas le sujet. Le sujet, pour certains, c'est le sujet. Oui, mais d'accord. Mais à un moment donné, le rôle des maires, des responsables politiques, des chefs d'entreprise, c'est d'expliquer la réalité des choses. Est-ce que oui ou non, la France, dans le cadre de sa souveraineté, a besoin de plus en plus d'énergie électrique? La réponse est oui. Est-ce que cette énergie doit être décarbonée? La réponse est oui. Et donc, vous avez une partie de la réponse à la question que vous m'avez posée. Clarisse Maillet, sur le nucléaire, c'est un moteur économique de la région. Je parlais de cluster tout à l'heure. Il y a une nucléaire vallée, c'est ça? C'est ça. Ici, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les habitants sont très contents d'avoir des entreprises qui travaillent autour du nucléaire? Alors, nous, on a travaillé à la CPME sur un livre blanc, justement, sur la réindustrialisation. On constate quand même qu'il y a 82% de la population qui est pour l'industrie et qui est plutôt en faveur de la réindustrialisation. Donc, c'est plutôt positif aujourd'hui. Mais encore une fois, quand on a le sondage et puis ensuite, on a le projet à sa porte. Quoi. Je rejoins quand même ce qui a été dit. Il faut faire de la pédagogie. Aujourd'hui, tous les projets, pour qu'ils soient... Alors, on traite également le sujet de l'acceptabilité. Pour qu'il y ait une acceptabilité des projets, il faut aller vers le citoyen, vers le voisinage, leur expliquer le pourquoi du comment. Et souvent, ils acceptent parce que c'est, et vous l'avez dit tout à l'heure,
un emploi dans l'industrie, c'est 3 ou 4 emplois indirects. Donc, il n'y a pas que l'industrie qui est importante. On voit tous les autres secteurs, services, commerce, médical, tout est vraiment embarqué dans ce monde de réindustrialisation. Ouais. Jean-Marc Borrello, il y a aussi un autre mot qu'on peut associer à cette réflexion, c'est le mot de coopérative. Et là, ça rejoint certains modèles d'économie sociale et solidaire, où on voit que ce fonctionnement en coopérative permet d'associer parfois les riverains, peut-être même d'ailleurs économiquement, à certains projets de réindustrialisation, d'éoliennes, etc., etc. Comment vous participez-vous à cette acceptabilité-là de la décarbonation dont on est en train de parler tous ensemble? Le groupe SOS a évidemment un secteur transition écologique avec les fermes d'avenir, avec les moutons de l'Ouest, de l'éco-pâturage. Donc, nous avons des troupeaux de moutons qui font de l'éco-pâturage, etc. Donc, évidemment, c'est un sujet dans lequel nous sommes investis, mais nous avons aussi un lycée technique à Paris où on prépare au métier de l'industrie. Et quand nous l'avons repris parce qu'il était en grande difficulté, il n'y avait pas une entreprise qui collaborait au lycée. Aujourd'hui, il y a 30 parrains qui sont des grandes entreprises qui expliquent de qui ils ont besoin, de quelle formation ils ont besoin. Ils interviennent dans le lycée et nous préparons des jeunes diplômés en BTS et Master 2 pour travailler dans l'industrie. Donc, les métiers de l'éducation, enfin, tous ces sujets-là, et éventuellement les messages qu'on est capable de faire passer sur le mix énergétique, sur la nécessité d'aller du nucléaire à l'éolien, et sur le fait que je ne suis pas persuadé que la Tour Eiffel ait été considérée spontanément comme un miracle de l'art contemporain. On peut citer un certain nombre Je me souviens de Peille avec la pyramide du Louvre, je me souviens des colonnes de Burin quand Jacques Lannes les a installées. Tout ça a commencé par provoquer des polémique, et je crois que travailler avec la population, les élus évidemment, mais au-delà, la population, expliquer les sujets, les faire progresser, en clair, prendre des attitudes qui sont à peu près à l'inverse des mouvements populistes qui se développent en ce moment, c'est quand même prendre le pari gagnant. Prendre le risque, oui, les élus prennent des risques, oui, on affirme des sujets qui ne sont pas forcément, au moment où on les affirme, qui ne sont pas forcément majoritaires. Mais si on attendait forcément d'être majoritaire, la peine de mort serait toujours en vigueur dans ce pays. Et si on a amené Badinter au Panthéon, c'est parce qu'à une époque, des hommes politiques ont décidé de prendre des positions qui n'étaient pas majoritaires, mais qui permettaient à la population de grandir. Donc encore une fois, notre sujet, nous, société civile, c'est d'essayer de faire avec les grandes entreprises, les élus et aujourd'hui la population avec laquelle nous passons objectivement beaucoup de temps. Vous savez, quand nous installions des centres pour accueillir les malades du sida en 85, l'environnement immédiat n'était pas tout à fait enthousiaste à l'idée que nous installions des centres pour des malades du sida. Et aujourd'hui, quand dans des grandes villes, on crée des lieux pour accueillir des toxicomanes à la rue, le travail avec les voisins est un travail qui devient majeur si on veut pouvoir ouvrir le lieu en question. Donc, encore une fois, notre métier, c'est de développer l'acceptation de la population aux différences, à l'innovation et au fait que ça n'est pas si simple et que le nucléaire a quelques inconvénients et beaucoup d'avantages et que de toute façon, quand on vit dans un monde qui va vivre d'électricité, soit on est capable, monsieur le maire, de faire de l'électricité qui soit propre, soit on renonce et on va creuser des puits pour trouver du pétrole. Mais je crois que c'est pas l'idée. On n'en trouvera pas. Et effectivement, ça rejoint les enjeux de souveraineté dont on parlait tout à l'heure. Il y a eu un mouvement dans un certain nombre d'universités, de grandes écoles, d'étudiants qui remettaient en cause à la fois l'enseignement sur des critères environnementaux et qui disaient ensuite, finalement, moi, mon diplôme, je ne vais pas rentrer dans des grandes entreprises, etc. Est-ce que c'est toujours présent ou est-ce que ça s'est un peu estompé, ça ? Alors, le questionnement est toujours présent. Oui. Et ce questionnement, on essaye de le porter et d'y apporter une réponse. On intègre de plus en plus, alors l'ingénierie, c'est très coûteux pour l'environnement. C'est comme ça. Réindustrialiser, on n'est pas obligé de le faire à l'identique. Donc, on essaye, nous, de porter des modules, des compétences
sur la recyclabilité, le remanufacturing, la robotique verte, Ça, l'éco-conception. C'est des enseignements qui n'existaient pas il y a... Alors, votre école, elle est jeune, vous nous l'avez dit, mais qui n'existaient pas il y a une dizaine d'années, quoi. Non. Ouais. Alors, il y a déjà une incitation forte de la commission des titres d'ingénieurs, mais il y a aussi le besoin que nous, on ressent, par le rapport direct avec les étudiants, de leur apporter des réponses sur un questionnement qui peut être « mais est-ce que je veux vraiment être ingénieur, en fait ? Je suis intéressé par une technique, mais quelles seront les conséquences de mon activité professionnelle sur le monde ?» Et là, il faut apporter des réponses. Et là, il ne faut pas apporter des réponses qui soient purement théoriques. Il faut leur donner aussi des clés et des armes et des outils pour leur montrer que la réindustrialisation, l'industrialisation, la robotisation peut être, pas propre, mais plus propre que ce qu'ils croient. Et qu'il y a une voie, peut-être médiane, entre l'industrie d'il y a 50 ans et le retour à l'état sauvage. Oui, effectivement. On ne va pas ressortir les amis chers à notre président de la République, mais je ne vais pas faire de politique. Non, je voudrais qu'on parle d'attractivité des territoires. Est-ce que vous êtes en concurrence ? Le maire du Creusot était dans la salle il y a quelques minutes. Parce que vous disiez, nous, on a besoin de recruter quoi, je n'ai pas mémorisé le titre, 20 000 personnes. Donc vous êtes forcément en concurrence avec d'autres territoires. Est-ce que vous le vivez comme ça ? Moi, alors, ça peut être vécu comme ça. Moi, à titre personnel et dans mes fonctions locales et nationales, c'est quelque chose que j'essaye de réfuter. Puisque finalement, tout le monde parle d'attractivité. Lorsque vous comparez, vous vous dites « Ah, ce territoire est plus attractif que le mien ». Et puis quand vous prenez le temps d'aller sur place, rencontrer les élus, ils vont vous dire qu'ils ne sont pas attractifs, que le voisin est plus attractif. Je crois que plutôt, et c'est ce qu'on essaye de faire dans le Cotentin, le vrai sujet, c'est de trouver l'équilibre entre un développement économique massif, ce qui nous arrive à Cherbourg et dans le Cotentin, et de maintenir la question de l'équilibre de vie. Et donc le projet industriel, monsieur le SOS parlait tout à l'heure de l'aspect humain, le discours que je porte moi, c'est l'équilibre entre le développement économique et la qualité de vie. Le projet industriel, le développement économique doit être au service de celles et ceux qui vivent sur le territoire aujourd'hui et de celles et ceux qui viendront demain, et pas l'inverse. Et une fois que vous changez un peu la vision des choses et le paradigme, vous répondez à une partie de la question que vous posez. Le territoire, les gens qui arrivent aujourd'hui à Cherbourg ou dans le Cotentin, ils retiennent la qualité de vie, le faible taux de délinquance, le fait que l'immobilier soit encore abordable, et ça va être un sujet pour nous, comment on fait pour que l'immobilier reste abordable. C'est ça les retours que nous disent les gens. Et les opposants d'ailleurs à certains projets industriels, ou à des projets d'éoliennes terrestres, ou même sur les questions d'éoliennes offshore d'ailleurs, nous disent on ne veut pas que le projet vienne perturber notre qualité de vie. C'est la même chose que l'exemple du ferroutage dont je vous parlais tout à l'heure. Donc je pense que le discours des élus, c'est l'attractivité viendra de la capacité à maintenir un compromis acceptable entre un développement économique et l'environnement des habitants. Un autre sujet qui nous ramène à France urbaine, il va falloir beaucoup d'argent public pour financer le développement économique. Qui c'est qui va se payer l'école, le gymnase, la crèche? C'est les collectivités. Et ça nous ramène au débat de France urbaine. Tout à l'heure, il y avait la table ronde finance parce que le gouvernement est en train de nous taper sur la tête et de voler aux collectivités de l'argent qui leur appartient. Et c'est aussi ça qu'il faut dénoncer, puisqu'il n'y a pas de développement économique sans capacité de la collectivité locale à accompagner le développement économique. Un dernier mot, et c'est vous qui allez conclure, Clarisse Maillet, puisque vous êtes chef d'entreprise. À quel point votre entreprise a besoin de l'attractivité de votre territoire ? Alors c'est important, en fait, l'attractivité, elle est globale puisqu'elle est dans l'entreprise, elle est sur le territoire. Et nous, on a besoin pour recruter et avoir une ressource humaine. Et généralement, les entreprises, elles vont recruter au niveau local. Elles vont rester au niveau local. Et l'objectif, c'est d'avoir les personnes qui vont pouvoir travailler, produire, créer de la richesse pour pouvoir avancer et réindustrialiser. Un dernier mot là-dessus, peut-être, Jean-Marc Borrello ? Simplement, comme on parle de recrutement et de développement local, nous avons la chance d'accueillir des milliers de talents venus d'ailleurs, qui ne demandent qu'à travailler, qu'à être formés. Et l'intégration d'un certain nombre de migrants, parce qu'on ne fera pas avec la démographie actuelle, on n'aura pas les forces vives pour faire fonctionner ce pays. Une intégration intelligente des migrants respectueux de la République
et un ministre de l'Intérieur normal, ce qui vient de se passer, mais depuis peu, après un intermède farfelu, ça permet aussi de faire venir des talents qui viennent d'ailleurs, qui veulent bosser, qui veulent respecter la République, qui ont envie de se former. Et encore une fois, nous en accueillons des milliers, on fait en sorte qu'ils puissent accéder à des droits et devoirs de citoyens. Et nous continuerons à considérer que l'immigration est une chance. Et ben voilà, on aura fait aussi de la politique. Merci beaucoup d'avoir participé à ce numéro de Smart Trends. C'était passionnant. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On se retrouve évidemment très vite sur l'antenne de Be Smart for Change. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À très vite. Ce programme vous a été présenté par la communauté urbaine du Creusot-Monceau, le territoire de tous les possibles.